Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h15, dites-le franchement, Éric Revel, Alexis Poulain. Dites-le franchement, Raphaël Glucksmann est invité de Jean-Jacques Bourdin, là, tout à l'heure à 8h30. Dans notre rolling, c'est-à-dire notre sondage quotidien Sud Radio avant les européennes, avec LCI et Le Figaro, donc Jordan Bardella est toujours largement en tête, 32,5. Est-ce qu'il peut être déstabilisé par Attal ce soir? Et puis, en même temps, il y a Glucksmann qui monte, il est à 15. Valérie Hayé, est à 16. C'est-à-dire qu'il se rapproche de plus en plus, Glucksmann. Est-ce que le débat de ce soir peut changer la donne? Et est-ce que Glucksmann peut même passer aussi devant Valérie Hayé? Écoutez, moi, quand j'écoute les sondeurs et donc j'écoute Frédéric Dabi. Non, mais je veux dire, ce qui compte, c'est pas tellement finalement le score actuel. Enfin, c'est important, 16-15. Bon, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, ce que les sondeurs appellent la dynamique. La dynamique, elle est en faveur de Glucksmann. Voilà, vous avez une courbe qui ne cesse pratiquement que de baisser, c'est celle de Valérie Hayé, majorité présidentielle, et celle qui à gauche ne cesse que de monter, c'est celle de Raphaël Glucksmann. Et donc cette dynamique donne que dans quelques jours peut-être, à l'occasion d'un nouveau rolling, les courbes vont se croiser. Et là, pour la Macronie, si c'est le cas, c'est un cataclysme électoral. Est-ce que Gabriel Attal peut redonner du peps, si je puis dire, à la campagne de Valérie Hayé, étant ce soir, il n'est pas candidat, bien sûr, mais il est quand même ce soir face à Jordan Bardella. Moi, c'est bien tout le problème en réalité, c'est qu'il y a une candidate qui est en quelque sorte noyée dans un maelstrom parce que le parti au pouvoir doit gérer la Nouvelle-Calédonie parce que il faut mettre Gabriel Attal devant. C'est pas elle qui va débattre. Elle a débattu avec Jordan Bardella déjà, Valérie, il y a de ça quelques jours. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Et on attend ce débat comme si c'était le débat qui allait changer les choses. Il y a sur ces matériaux de campagne la photo d'Emmanuel Macron à côté d'elle. Enfin, tout ça ne suffit pas parce que on a fait de ce vote européen une sorte de vote à mi-mandat où c'est un pour ou contre le gouvernement en place. Donc c'est ça qui donne ça. Et puis c'est vrai que sur Raphaël Glucksmann, il a fait un très beau coup hier en allant tracter dans les rues de Paris avec Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste. Donc il a à la fois la dynamique des socialistes, il a les déçus du macronisme qui étaient de gauche et qui disent c'est plus possible. Et puis il y a des gens aussi de chez LR qui se disent oui mais là c'est l'Europe, on va voter pour quelqu'un qui s'y connaît, qui est député européen. Et donc il s'y connaît quand même aussi, sur l'Europe. mais l'ami pareil, vous l'entendez, vous le voyez, il est allé une fois à Sciences Po faire un coup de com et puis sinon vous le voyez dans les médias, vous l'entendez quand même, non? J'ai pas l'impression que c'est la même dynamique. Et vraiment, c'est ce que disait Eric, c'est une question de dynamique de campagne, de voir aussi quelles sont les puissances politiques derrière, et puis aussi tous les gens qui vont se dire ah oui tiens c'est vrai les européennes faut que j'aille voter, je sais pas trop. Alors oui, vous avez raison d'insister, il faut que j'aille voter parce que beaucoup pour l'instant on est quand même dans un taux d'abstention quasi record. Mais comme toujours les européennes pas des élections qui mobilisent, l'abstention est énorme. Est-ce que alors moi c'est ça la question, est-ce qu'il y aura un regain d'intérêt pour les européennes parce que on a politisé le scrutin à gauche avec Gaza, on l'a vu avec les Insoumis et Rima Hassan, donc est-ce que là ils vont faire voter des gens qui ne votaient pas sur la dynamique Bardella aussi. Enfin voilà, donc il y a des vraies questions. Les grands perdants jusqu'à présent, ceux qui sont totalement invisibilisés, c'est les Verts qui habituellement avaient la chance d'avoir les européennes pour se refaire une santé. C'était leurs élections préférées en quelque sorte. Là cette année, c'est loin d'être le cas. Oui, c'est ça. On disait aussi que la Macronie allait tenter de faire monter Marion Maréchal pour faire descendre Jordan Bardella. Vous avez entendu parler de cette stratégie. Vous y croyez ça? Non, les billards à 3 bandes, à 4 bandes, à 5 bandes. En fait, c'est vous décryptez. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui, lors de la présidentielle, voulait faire descendre Juppé, a fait monter François Fillon. Mais si vous voulez, en fait, souvent les intellectuels du vote électoral décryptent a posteriori les scores. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, vous voyez, on avait fait monter machin pour faire baisser truc, on y est arrivé. Bon, mais en fait, c'est une fois que le résultat est connu. Non, mais il y a aussi une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que
les européennes, ok, c'est une élection à mi-mandat, mais il y a un côté aussi défouloir un peu. Hein. Ouais. Souvenez quand même, parce qu'il y a eu des surprises énormes. Vous parliez de Nicolas Sarkozy à l'instant. Ouais. Il y a quelques années en arrière, avant qu'il soit président de la République, c'est Ouais. lui qui était tête de liste aux européennes. C'est vrai. Et sa liste avait été devancée par celle de Philippe de Villiers et de Charles Pasqua. Je sais pas si vous vous souvenez, les gens avaient dit Ah oui. Sarko il est cuit. C'est dans un autre Ouais, siècle, c'est possible, ça. ouais. Mais oui, mais c'était une élection européenne C'est justement. vrai, c'est vrai. C'est- Bon, mais Bon. là, Et est-ce que l'actualité du moment, Éric Revel et Alexis Poulain, peut changer aussi la donne? Je veux dire par là avec la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron est sur place. Vous avez vu, la situation est extrêmement tendue, elle est inflammable. Les gens sont chez eux quand même, terrés, hein, parce qu'il y a des émeutiers. Il dit je n'ai pas de limite. Pour ramener le calme, je resterai s'il le faut là-bas. Normalement, c'est un voyage express. bon, si j'ironisais un peu, oui. je dirais c'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a pas de limite. Vous voyez, mais je vais vous dire, Ah bon mais je vais vous dire, parce que en fait. On a un président tellement omniprésent et omniscient que parfois on se demande s'il y a un dossier même le plus infime dont il ne s'occupe pas. Moi j'ai en mémoire, mais attendez, j'ai en mémoire quand même un truc. Ouais. Là, il a un dossier brûlant, c'est un coup de poker politique incroyable qu'il est en train de jouer. Il est joueur, le président de la République, mais il va, et j'ai en mémoire un débat, il va jusqu'à Il joue avec la France, s'occuper, hein. il va jusqu'à s'occuper, le président de la République. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle ou François Mitterrand? Il va jusqu'à s'occuper dans une interview de dire il faut créer une filière des pompes à chaleur en France. Je veux dire, mais non, mais c'est hallucinant. Ouais. Il s'occupe de Mais tout. demande de tout. au président de Real Madrid de Oui, laisser oui. Mbappé pour les Jeux Enfin, je veux Olympiques. dire, il est partout, Oui, il juste sait avant tout, de partir, il comprend juste tout. avant de partir en Nouvelle-Calédonie, Ouais. c'est ça, il s'occupe de l'avenir de Mbappé. Et puis c'est vrai que traditionnellement, le dossier calédonien s'est traité par Matignon. On se rappelle des allers-retours en Concorde de Jacques Chirac. Il y a eu évidemment Michel Rocard qui a laissé sa marque avec les accords de Nouméa et la suite. Là, on voit qu'il débranche tout le monde pour se mettre devant. Il emmène quand même avec lui Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ministre des Armées et la ministre des Outre-mer. Et puis, c'est la tendance suivra. Il dit ensuite Gabriel Attal viendra s'occuper de la suite. Et pire encore, c'est-à-dire que il veut mettre en place une mission avec des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire, il veut enlever tout ce qu'il y a de politique en Nouvelle-Calédonie pour faire en sorte qu'il y ait une gestion techno, comme il l'a fait en France, et dire bon bah il faut qu'on trouve une solution. Mais la solution, déjà, il fallait pas jeter de l'huile sur le feu avec cette réforme à marche forcée, alors que le référendum avait été boycotté. Et puis vouloir un congrès à tout prix. La maire de Nouméa l'a redit. Non, il faut là maintenant temporiser le retour de Lord Louis. Il y a déjà 6 morts, faut arrêter, quoi. On poursuit dans un instant avec 3 questions que je vous pose. Est-ce qu'il faut un numerus clausus pour les restaurants? Ah, ça c'est la première. Est-ce qu'il faut céder à du chantage en quelque sorte pour des primes pour les Jeux Olympiques, ce qui se passe à la SNCF? Et puis est-ce qu'il faut réduire les indemnités chômage? Vous avez 2 minutes, dans un instant, avec nous sur Sud Radio. Il est 8h22. 7h, 8h30, Patrick Roger. 8h26, Alexis Poulain, Éric Revel. On va parler dans un instant de l'assurance chômage. On l'avait déjà évoqué, Éric, hier, mais on va y revenir quand même dans un instant parce que c'est important ce qui est en train de se passer. On va voir aussi les primes pour les Jeux Olympiques. Mais avant cela, cette question qu'on posait ce matin, on avait un des patrons de la restauration. Est-ce qu'il faut un numerus clausus pour l'ouverture de restaurants? Vous êtes étonné de cette question, Alexis Poulain? Oui, parce que alors l'idée c'est de dire qu'il y a trop de restaurants qui s'ouvrent et donc ils ferment parce que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai envie de dire, il faut un peu de bon sens et de sens commerçant quand on va prendre une affaire, ouvrir une affaire comme un restaurant avant de se lancer dans cette aventure. Donc je vois pas en quoi le numerus clausus va aider. Et puis il peut y avoir des surprises sur ces faillites. Il peut y avoir aussi des restaurants qui vont marcher contre toute attente. Je sais pas, mais pourquoi vouloir? Alors, après, ça va être ça pour les coiffeurs, ça va être ça pour. Enfin, c'est déjà le cas pour certains. Pour les pharmacies, bien sûr. Mais pour le reste, enfin, si on fait ça avec tout le monde, la libre entreprise, c'est quand même important. Non, il faut arrêter d'infantiliser, de déresponsabiliser les gens. Attendez, un entrepreneur qui ouvre un commerce, il prend ses risques. Un numerus clausus sur les restaurants. Oui, mais attendez, Eric,
Non, mais ça n'a pas de sens. Quand certains ouvrent des restos dans des endroits où il y a déjà beaucoup de restos, ils risquent de faire couler les uns les autres. 7200 fermetures l'année dernière. Ça représente 50 000 emplois. Quand Amazon annonce 2000 emplois, à côté de ça, c'est rien. Mais je suis d'accord, mais la libre entreprise, vous prenez vos risques. Et ces emplois, ils sont créés pendant un temps. Et voilà. Moi, je trouve que si on remet en cause le principe de libre entreprise, demain, c'est quoi? C'est l'économie planifiée, c'est les call-cause. Voilà. Bon, d'accord. La SNCF a cédé ou pas pour les Non, mais c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Mais attendez, c'est hallucinant ce qui se passe. On arrose, mais très large. Vous avez vu, 50 000 cheminots vont bénéficier des primes. On est à des 2000 € de primes. Enfin, pardon. 1900, pardon. Mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on voit bien que il faut que les Jeux Olympiques se passent. Travaillent plus. Oui, très bien. Oui, bien sûr. C'est travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Très bien. Voilà. Mais là, on voit bien que quelle que soit la corporation publique, et si vous pouvez gêner, vous obtenez ce que vous voulez en ce moment. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que disait Bernard Thibault, qui est au comité des affaires sociales du comité olympique, en disant ça fait depuis 2017 qu'on prépare les Jeux, et il a seulement rencontré les ministres en 2023, l'an dernier. Donc il y a eu une impréparation, encore une fois, avec les partenaires sociaux pour éviter justement ce genre de bras de fer de dernière minute, où on aurait pu dire, écoutez, on se met d'accord bien en amont, et il y aura des primes, mais pas des primes qui vont être de cette hauteur-là. Donc c'est encore une fois une impréparation qui fait que, évidemment, et les syndicats ont raison d'en profiter, il y a une fenêtre de tir JO, profitons-en si on peut... Police, SNCF, RATP, il y a eu les contrôleurs, la PHP aussi. Tout le monde. La facture sociale, vous, Eric, qui aimait bien les comptes, tout compte fait, elle va être salée, hein. Bien sûr, pour elle va être salée. Va être salé. Et on n'a pas d'argent. Et on n'a pas d'argent à tel point que donc on est en train de renier ce que vous nous avez raconté, l'assurance chômage avec les négos qui démarrent aujourd'hui. On considère qu'on a un système en France extrêmement généreux pour les... mais là on est à la 3e réforme, ça va être un tour de vis fort, mais surtout ce qui est le plus choquant, Alexis disait, on n'a pas préparé suffisamment en amont les Jeux Olympiques avec les partenaires sociaux. Là c'est le contraire. On a préparé cette nouvelle réforme sur une philosophie gouvernementale qu'on nous a vendue. Quand ça va mieux dans l'économie, on réduit un peu les indemnités chômage. Quand ça va moins bien, on est plus souple. Mais là, le gouvernement revient sur sa propre philosophie qu'il avait mise en place. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Alexis Poulain. Et comme tout, encore des promesses trahies. Monsieur Meuril disait que c'était une réforme vraiment qui n'avait pas lieu d'être dans cette forme-là. L'idée, c'est de renier encore tous les droits et de dire... il y a du vol en fait sur la marchandise, c'est-à-dire qu'on paye toujours autant nous de notre poche sur la CSG, sur le chômage, etc. Mais les chômeurs auront de moins en moins de droits alors qu'ils payent toujours autant. Donc c'est une entourloupe budgétaire pour essayer de récupérer 20 milliards. 20 milliards, il faut aller partout. Alors ça va être la santé, ça va être le chômage, ça va être tout ce qui fait finalement que la France avait un tapis pour éviter qu'il y ait davantage de précarité. Allez, le 23 juin, vous serez où ? Le 23 juin, je serai dans la Seine en maillot de bain en train de me baigner. Voilà. Vous allez accompagner Anne Hidalgo qui dit faut arrêter les gnangnan, etc. Je sais pas si Raphaël Glucksmann l'accompagnera. Tiens, on va lui poser la question dans